Bonjour chers auditeurs et heureux de vous retrouver pour la deuxième journée de ce procès exceptionnel, le procès de Néron. Nous avons vécu hier une journée intense. La mère de Néron, Agrippine, s'est invitée à ce procès et elle a promis des révélations. Nous avons également assisté déjà à un renversement de situation. Les premiers témoignages étaient nettement favorables à Néron. Oui Elsa, d'abord son conseiller Narcisse, qui a donné exactement la même version des faits que celle de l'empereur. Pour eux, Britannicus, le frère de l'empereur, je le rappelle, n'aurait pas été empoisonné mais aurait fait une crise d'épilepsie. Tigelin, le commandant de la garde rapprochée de Néron, a également décrit la même scène. Certes, mais vous oubliez l'aveu de Narcisse qui a reconnu involontairement qu'il pouvait tout faire pour Néron, même mentir. Surtout, une invitée surprise, Locuste, qui se décrit comme empoisonneuse officielle, a donné une toute autre version des faits. Néron lui aurait commandé du poison. Nul doute que l'examen de personnalité que va nous proposer Sénèque, l'ancien précepteur et conseiller de Néron, va contribuer à nous permettre d'y voir plus clair dans cette affaire. Nous l'écoutons. Bien. Pour commencer cette deuxième journée d'audience, nous allons essayer de mieux connaître la personnalité de l'accusé et d'ainsi comprendre ce qui aurait pu le mener à de tels agissements. Nous allons donc entendre un de ses proches, un homme qui a été à ses côtés dès sa jeunesse, qu'il a vu grandir, accéder au pouvoir et qu'il a suivi jusqu'à ce qu'il se retire de lui-même de la cour impériale. Sénèque, la parole est à vous. Monsieur le juge, c'est une épreuve pour moi que de témoigner dans ce procès, car il me renvoie au plus grand succès de ma vie, mais aussi à mes plus lourds échecs. Même si je suis partie prenante, si je puis dire, dans cette affaire, je vais m'efforcer de vous livrer le portrait de l'âme de celui qui est accusé aujourd'hui, de la façon la plus neutre et la plus objective possible. Abandonné à l'âge de 2 ans par sa mère, et ayant perdu son père 1 an plus tard, Néron a été élevé par 2 nourrices et éduqué par un barbier et un danseur qui lui ont inculqué le goût des arts pour seule éducation. Lorsqu'à la mort de Caligula, Agrippine rentre d'exil, Néron retrouve celle qui n'est pour lui qu'une inconnue. Et cette femme lui répète à longueur de journée qu'il est le seul descendant d'Auguste. Voilà toute la tendresse qu'il a reçue. En 49, Agrippine me fit revenir d'exil pour m'occuper de l'éducation de son fils. J'ai découvert un jeune homme arrogant, orgueilleux, à l'ego surdimensionné par les flatteries continuelles de sa mère. À force de manœuvres et de détermination, Agrippine a fini par épouser Claude, puis l'a tué pour que son fils s'empare du trône. La nuit de la mort de Claude, elle a consciemment écarté Britannicus pour faire couronner Néron. Pardon, j'ai mal entendu là. J'ai écarté Britannicus? Le verbe est bien au singulier. J'étais toute seule? Mais quel hypocrite. Tu es sûr que tu n'as pas oublié quelqu'un? Je ne comptais pas revenir sur mon propre rôle. Si, je vous en prie, veillez à bien mentionner également votre rôle dans ces faits, afin que nous puissions juger de l'objectivité de votre récit. Oui, certes. J'ai cautionné les décisions d'Agrippine, car c'était pour le bien de l'Empire. Britannicus était bien trop jeune, trop faible, et n'avait tout simplement pas la stature pour gouverner, alors que Néron y était préparé et possédait beaucoup de soutien. D'ailleurs, s'il faut que je revienne sur mon rôle, les 5 premières années de son règne, au cours desquelles je fus son conseiller, furent exemplaires. L'empereur était aimé du peuple et le Sénat le soutenait. Et tu étais seul à le conseiller à cette époque? J'y viens, car c'est une partie du problème. Il écoutait les conseils de Burrus, les miens, mais il était aussi sous la coupe de sa mère. Pour ma part, j'ai voulu lui inculquer les vertus princières que sont la bienfaisance et la clémence, et je l'ai averti sur le danger des passions. Il écouta mes conseils lors de ses premières années, où tout le monde ne pouvait que se réjouir de sa gouvernance. On disait même que Néron commençait son règne comme l'avait terminé Auguste. Décrivez-nous maintenant quelles auraient été les motivations du meurtre pour lequel nous sommes ici et ses enjeux. Néron ne voulait pas donner l'image d'un empereur complètement soumis à sa mère. Il a donc commencé à s'en affranchir en la privant de sa place d'honneur en public, puis en la reléguant hors du palais, car il souffrait de cette tutelle pesante. Il n'avait pas assez de marge de manœuvre à son goût. Mais c'est trop là. Mais quel mensonge. C'est lui, c'est Sénèque qui estimait ne pas avoir assez de marge de manœuvre avec Agrippine dans les pattes. Tu as dressé mon fils contre moi alors que tu me devais tout. Ton retour d'exil, ta place, ta richesse. Il est vrai que vous n'êtes pas tout blanc non plus. Continuez cependant. Je poursuis. Néron voulait s'affranchir d'Agrippine. Et, soit, je l'ai aidé à parvenir à ses fins. Bon, d'accord.
J'ai peut-être été moi-même un peu exaspéré de recevoir des ordres de cette femme qui vient encore, à l'instant, de démontrer sa tendance naturelle à se mêler de tout de façon intempestive. Toujours est-il que nos efforts pour l'éloigner du pouvoir n'ont pas suffi. Agrippine faisait peur à son fils par sa violence, à laquelle il essayait de répondre par une plus grande violence encore. C'était une guerre psychologique, où chacun voulait prendre l'ascendant sur l'autre. C'est avec cet état d'esprit que vint à Néron l'idée d'éliminer Britannicus. Il faut reconnaître que la victime n'a pas été choisie au hasard. Il restait un rival politique qui aurait pu devenir dangereux. Mais ce fratricide avait surtout pour but de montrer à sa mère qu'il s'était libéré de son joug. Britannicus n'était, au fond, qu'un dégât collatéral dans cette escalade de violence qui se jouait alors pour l'émancipation de l'empereur. Un dégât collatéral? Vous vous rendez compte du terme que vous utilisez? Britannicus est mort pour une vulgaire querelle entre un fils et sa mère? Oui, maître Diane, un dégât collatéral, mais pas entre un fils et sa mère, entre un empereur et une conseillère trop envahissante. Nous comprenons ce que vous voulez dire. Mais faites attention quand même aux termes que vous employez. Soit. Mais comment définir autrement ce qui n'est que la triste réalité? Malheureusement, ce meurtre n'eut pas de bonnes conséquences. Au contraire. C'est là que Néron commença à devenir un prince corrompu et pervers. Il se mit à écouter de moins en moins ses conseillers avisés. Par exemple, Sénèque. Et il se laissait séduire par de mauvais conseillers qui flattaient ses bas instincts, le poussaient vers le vice. De plus, Néron s'est moins intéressé au pouvoir qu'à la scène. Il passait son temps à écrire des poèmes, comme il est en train de le faire en ce moment. Mais... Et il les déclamait. Il n'avait de cesse que de se produire en public dans les domaines artistiques et sportifs, comme un vulgaire esclave, et forcer les gens à l'applaudir. Il tua alors sa mère. Point essentiel sur lequel il faudra revenir, monsieur le juge. Et Octavie, pour pouvoir se marier avec Poppée, oubliant ses responsabilités impériales. La décadence était amorcée, et il devenait complètement imbu de lui-même, sans plus aucune humanité, ni compassion, ni empathie, au point d'éliminer chaque personne lui causant un déplaisir. Qu'avez-vous fait alors? Marc Aurèle disait que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, le courage de changer ce qui pourrait être changé, et la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Rapidement, j'ai eu la clairvoyance de constater que je ne pouvais plus rien faire pour Néron, que j'avais perdu toute influence sur lui. Je me suis alors éloigné du pouvoir, avec courage, résignation, mais aussi un peu de regret. Je me suis consacré entièrement à la philosophie. C'est alors que, après des années, suspecté de trahison à travers la conjuration de Pison, j'ai été contraint par Néron au suicide. Oui, monsieur l'avocat général, une question? Sénèque, vous avez affirmé à l'époque que vous n'étiez pas impliqué dans ce complot. Maintenez-vous cette affirmation? Tout à fait. Je le redis, je ne faisais pas partie de cette conjuration. Mais Néron n'en a pas démordu, et j'ai alors accepté la mort. Mon heure était venue. Par contre, je ne pus m'empêcher d'être rempli d'une énorme déception, en pensant que Néron me faisait tuer sur de simples soupçons. Celui que je m'étais évertué à éduquer dans le culte de la raison, à qui j'avais inculqué les préceptes stoïciens, la maîtrise de soi, la clémence, le mépris des passions, était devenu un tyran sanguinaire, manipulable, dévoré par la luxure, la débauche et n'écoutant plus que ses bas instincts. Bien. Mesdames, messieurs, avez-vous des questions? Oui, madame la jurée? Sénèque, lorsqu'avec le recul, vous revenez sur l'ensemble du règne de Néron, votre élève, et sur votre propre rôle, quels sont vos sentiments? Je l'ai dit au commencement de ma prise de parole, un mélange de satisfaction quand je repense aux premières années, d'affliction quand je considère les suivantes, un sentiment de gâchis aussi. Et un peu de culpabilité aussi, dites la vérité. Écoutez, maître Marie, c'est difficile à dire. Il faut se remettre dans le contexte. Je n'étais pas le seul conseiller. Justement, Sénèque, pouvez-vous revenir sur la question essentielle, la clé de ce procès si je puis dire? Quelle est la responsabilité de Néron dans l'ensemble de ses actes? Dans quelle mesure était-il libre d'agir et dans quelle mesure, au contraire, était-il soumis à l'influence de sa mère, de Burrus, de la vôtre? Je laisse cette question aux historiens, à la postérité. Bravo, quel courage! Bon, j'en ai assez d'attendre. À moi. Monsieur le juge, j'ai des choses de la plus haute importance à dire. Chers auditeurs, nous venons encore de vivre une séquence intense, et cette deuxième journée tient toutes ses promesses.
Tout à fait, Elsa. Sénèque nous a livré ici un témoignage clé, essentiel dans ce procès avec beaucoup d'éléments éclairants sur la personnalité de Néron et sa conduite. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ancien précepteur n'a pas passé un bon moment. Effectivement, Élise, Agrippine, comme l'avocat de la défense, Maître Marie, ne l'ont pas épargné et l'ont poussé dans ses retranchements. On a pu le sentir très mal à l'aise sur certaines questions, jusqu'à refuser de répondre. Et on reste d'ailleurs sur notre faim. On peut regretter que le philosophe ne se soit pas davantage livré, qu'il n'ait pas tout dit, et il faudra accepter cette frustration, car de toute évidence, difficile de faire toute la lumière dans une personnalité aussi complexe, sombre, obscure que celle de Néron. Mais priorité au direct. Nous retrouvons l'audience pour l'interrogatoire que vous attendiez tous, il faut l'avouer. Oui, Elsa, la voilà, enfin. Et elle, on sait qu'elle va tout dire, même ce qu'on lui demande pas. Nous écoutons la mère du prévenu, la redoutable, la mythique Agrippine. Madame, ce n'est pas l'ordre qui était prévu pour les interventions. Je m'en fiche, à mon tour. Enfin, fini les mensonges et maintenant, place à la vérité. Néron, depuis que tu es Madame, c'est à la cour et aux jurés que vous devez vous adresser. Non, je sais très bien ce que je fais, c'est à lui que je parle. Depuis que tu es enfant, disais-je avant de me faire interrompre, je me suis battue pour que tu puisses, étant adulte, accéder au pouvoir. Dès ta naissance, j'ai fait courir la rumeur selon laquelle tu étais soi-disant l'élu de Phébus. Puis, j'ai convié des mages chaldéens. Tout le monde savait que c'était des charlatans. Pour connaître ton destin, pour savoir si tu allais devenir empereur. Et ce jour me marquera à jamais, car les mages m'ont annoncé que tu allais régner. Mais que pour cela, il fallait que tu me tues. Et tu sais ce que j'ai répondu ? Je leur ai dit qu'ils me tuent, pourvu qu'ils règnent. Parce que je ne pensais qu'à toi, parce que j'ai tout sacrifié pour toi. Tout. Je me suis résolue à séduire mon oncle Claude. Je l'ai poussé à te donner sa fille pour épouse, à t'adopter. Tu sais ce que cela m'a coûté à chaque fois ? Mais oui, je sais, tu as passé toute ta vie à me le répéter, et ta mère qui se sacrifie par-ci, et ta mère qui ne pense pas à elle, mais qu'à toi par-là. Vous allez voir, elle va embrayer avec la mort de Claude. Et savez-vous, monsieur le juge, ce que j'ai dû faire ? J'ai dû tuer Claude. Quand il a commencé à avoir des regrets, quand il a commencé à se rapprocher de Britannicus, je n'ai pas eu le choix. J'ai dû l'empoisonner. La mort dans l'âme, si je puis dire. Et voilà, c'est facile, je connais la réplique par cœur. 10 fois par jour, elle me l'a répétée. Et toi, qu'as-tu fait pour me remercier ? Et toi, qu'as-tu fait pour me remercier ? Tu as tué ta propre mère en t'acharnant ? D'abord, il y a eu le plafond de ma chambre qu'il a saboté pour qu'il s'effondre sur moi, puis l'invitation en pleine mer à de fausses réconciliations, comme avec comme avec Britannicus. Il m'a offert un bateau pour rentrer chez moi, un bateau lui aussi saboté, qui s'est disloqué, me laissant dans l'eau, glacée. Mais je ne suis pas morte, je ne lui aurais pas fait ce plaisir-là, j'ai nagé jusque la rive, et j'en passe, et le bouquet final, le coup de poignard. Je l'ai vu arriver, son esclave, armé, et je l'ai regardé dans les yeux, et je lui ai dit « Frappe !» mais frappe au ventre, là où j'ai porté pendant 9 mois ce monstre. Mais depuis, je me venge autant que je le peux, et je le hante jour et nuit. Au secours, faites la terre ! Agrippine, calmez-vous. Nous ne sommes pas ici pour parler de votre mort, mais de celle de Britannicus, et pour savoir si Néron en est le véritable coupable. Pouvez-vous me confirmer que le jour de la mort de Britannicus, vous étiez effectivement bien présente ? Oui, j'étais même à ses côtés. Que me reprochez-vous en fait ? Vous suggérez que moi, Agrippine, j'ai quelque chose à voir avec sa mort ? Je ne suggère rien de spécial, mais pourquoi n'avez-vous pas réagi lors de la crise d'épilepsie de Britannicus ? Pourquoi je n'ai pas réagi ? Eh bien, lors d'un incident où l'empereur est présent, toute personne étant autour de lui attend sa réaction pour s'y conformer. Ah, vous allez me dire que vous, Agrippine, avez attendu de voir comment je réagissais votre fils pour adopter le même comportement ? Pourtant, quand vous êtes entré tout à l'heure dans le tribunal, c'est vous-même qui avez dit que personne ne vous dictait votre conduite. Je n'ai pas réagi parce que j'ai vu clair, parce que tout de suite, j'ai su que c'était lui. Il n'y avait pas le moindre doute, c'était du poison. Ce n'est pas à moi qu'il va apprendre comment empoisonner quelqu'un. Oui, d'ailleurs, je tiens à signaler qu'avant de travailler pour Néron, je travaillais pour Agrippine. Voilà, merci Locuste, c'est un sujet que je maîtrise, et tout de suite, j'ai deviné l'assassinat, et tout de suite, j'ai compris qu'il faisait cela contre moi, et que j'étais la prochaine sur la liste. Contre vous, pouvez-vous être plus clair ? Pourquoi assassiner Britannicus aurait constitué une attaque contre vous ? Je me comprends, monsieur l'avocat général. Je n'ai rien d'autre à dire. Y a-t-il des questions ? Oui, madame la jurée ? Madame, pourquoi avoir fait rappeler Sénèque d'exil ? Parce que j'avais besoin de soutien au sein du palais. Parce que je savais qu'il avait avec lui les faveurs des sénateurs. Parce que je voulais les meilleurs précepteurs pour mon fils. Et parce que, à cette époque, je le pensais fiable.
mais il s'est montré aussi ingrat que mon fils. Mais vouliez-vous véritablement que votre fils gouverne? N'avez-vous pas plutôt fait tout cela pour avoir vous-même le pouvoir? Je ne répondrai pas à une question aussi vulgaire. Vous ne pouvez pas esquiver aussi facilement une question aussi capitale. Je n'ai qu'une chose à dire. Rome était-elle plus mal gouvernée quand je conseillais Claude, puis quand j'aidais mon fils à diriger, ou après ma mort? Répondez à cette question. Madame, ici c'est moi qui pose les questions. N'inversez pas les rôles. Pour ma part, j'ai fini. J'ai déjà dit que je n'avais plus rien à ajouter. Quelle deuxième journée, chers auditeurs, quelle deuxième journée! Oui, Élise, que de révélations, que d'affrontements. Un voile se lève sur la personnalité de Néron et la lumière commence à se faire sur ce sombre empoisonnement. Vous faites bien, Elsa, d'être prudente et de dire « commence », car on peut s'attendre sans aucun doute à de nouvelles révélations. Agrippine en particulier semble bien n'avoir pas encore tout dit. Oui, Élise, et surtout, nous n'avons pas encore entendu la partie civile. C'est d'ailleurs demain que Junie, la petite amie du défunt Britannicus, est appelée à la barre. Un témoignage qui s'annonce poignant, et c'est pour l'entendre que nous vous donnons rendez-vous, chers auditeurs, demain pour la 3e journée d'audience de ce procès décidément hors du commun.